Pierrot, t'es prêt? I'm ready. Saison 2, épisode 2, c'est parti. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon Pierrot? Je suis bloqué. Ah oui, Je vais expliquer. ça marche. Pierrick, il y a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Bah, je suis là à chaque fois, donc vraiment, c'est pas incroyable, quoi. Pensez pas à toi. Super. Bah, vas-y, continue. On a une invitée aujourd'hui. Oui. Tu me permets de la présenter? Mais je te permets tout. Les amis, aujourd'hui nous recevons une invitée, pas des moindres. Elle est venue avec son caractère et son franc-parler. Si vous êtes du 06, vous l'avez peut-être déjà aperçue dans vos soirées boîte de nuit où elle met littéralement le feu en tant que performeuse. Femme fatale et sensuelle, mesdames, elle y a déjà sûrement envoûté vos maris en vous rendant jalouse. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram et je le confesse, ses stories où elle râle sur les vieux et les mauvais parents sont devenus un de mes plaisirs coupables. Sa chevelure rouge nous rappelle son tempérament et sa liberté. Elle est la femme de Jason Momoa et tout le monde le sait, sauf lui évidemment. Cependant, ne jugez pas un livre à sa couverture. Derrière cette plastique parfaite et cette sensualité provocante se cache un cœur romantique et sensible. Ainsi, messieurs, sachez que pour la séduire, vos muscles, tatouages, barbes, chemises à carreaux et motos ne suffiront pas. Il vous faudra aussi faire preuve d'un esprit critique et de sensibilité artistique. Et c'est d'ailleurs pour cette dernière que nous l'avons invitée, les amis. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Molly. Bienvenue. Hello, hello. Ça va, Steph? Quelle présentation incroyable. Moi, je me suis dit, mais qui est cette personne? J'aimerais bien la rencontrer. Est-ce que tu te sens plus encore incroyable après cette présentation? Ah ouais, non, mais ouf. Je triche un peu, ça fait des années qu'on se connaît avec Steph, donc Oui, j'avais de la matière, tu vois. C'est vrai. Bah Ouais, écoute, merci. on est super content de te retrouver. Alors l'idée de t'inviter, elle est venue parce qu'en fait, ça fait nous on s'est retrouvés via le tatouage, que du coup je t'ai fait quelques pièces. Mais en fait, depuis qu'on s'est retrouvés, de temps en temps, on papote cinéma. À chaque fois que tu vas voir un film ou que je ressors voir un film, et du coup tu me fais des petites critiques. Et la dernière fois, pour être parfaitement honnête, on était à un barbecue sur le chantier de la maison. Et ben c'est même Quentin qui m'a dit mais pourquoi t'invites pas Steph au podcast? Et ben voilà. Là, j'ai appris qu'il y avait des stories où tu te plaignais des petits vieux. Je vais m'abonner. Mais il faut. Si c'est pour gueuler sur les vieux, bah alors là, je suis partant. Ouais, alors disons que je râle sur les choses de la vie, les gens du quotidien et en fait tout ce que tout le monde pense tout bas, je le dis tout haut dans mes stories et avec la plus comment dire, le plus sincèrement possible et avec toute ma rage et toute ma haine que tout le monde peut avoir et du coup ça fait marrer les gens parce que c'est sincère et du coup c'est drôle parce que personne ne le fait en fait. T'es la française originelle quoi, première à se plaindre. Ouais, de ouf, genre les cyclistes aussi sur sur la route. Ouais, mais le dimanche. Pas tant parce que je trouve que c'est jamais trop gratuitement. Non. Tu vois, c'est jamais trop râler pour aller. Il y a toujours une vraie anecdote qui accompagne tes râleries. Et la plupart du temps, comme j'ai dit, je confesse, c'est devenu un petit plaisir coupable parce que c'est vrai que des fois, on pourrait dire, ouais, Steph, elle râle trop. Mais en vrai, des fois, je t'écoute et je suis en mode, elle a pas tort quand même. Elle a pas tort parce que lui ou elle avait vraiment l'air d'être un casse-burne. Oui, parce qu'après, j'essaie de râler pour que les choses avancent, que les gens évoluent sur certains points. Donc, j'essaie juste de faire évoluer un peu les mentalités et voilà, tout simplement. Ouais, râler pour râler, ça sert à rien. Faut quand même qu'il y ait un but derrière, quoi. Exactement. Révolutionnaire. Ouais. Tout à fait. Je vais te mettre des petits indices par-ci par-là. Toi. Steph, est-ce que tu veux, toi, te présenter un peu plus personnellement, parce que là, la présentation de départ... Humblement, hein, visiblement. Oui, humblement. Ouais. Non, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qui tu es, ce que tu fais comme métier, quelle est ta personnalité? Attends, je pose la couronne que tu m'as mis sur la tête. Donc oui, en effet, je suis danseuse, performeuse depuis 10 ans. Performeuse, ça veut dire quoi? Je vais danser avec des agrès de feu ou danser sur échasse, donc plutôt des arts circassiens, on va dire, entre guillemets. Je suis danseuse cabaret aussi et feuilleuse burlesque et stripteaseuse, donc ils sont complètement deux choses à part. Donc ça va aller, comme tu l'as dit, dans les discothèques, mais aussi dans les soirées privées, que ce soit les anniversaires, que ce soit les plages, les restaurants, les séminaires, les mariages. Voilà, c'est vraiment très varié, avec des publics très différents. Ah oui, aussi en festival techno, chose que j'apprécie énormément, milieu que j'adore. Festoche en tout genre. On peut parler du Hell's Week par exemple. Ah oui, tout à fait. les festivals en tout genre. Le Hell's Week, donc festival rock moto, qui réunit des milliers de motards de la France entière qui viennent ici se rassembler et du coup il y a plein de choses qui se passent, donc du rodéo, nous les danseuses, du feu, du stunt, c'est vraiment un univers que j'adore aussi. Danseuse, performeuse, que ce soit en discothèque, en festoche,
en soirée privée, tout ça. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment découvert avec toi au bout de toutes ces années, c'est que je lirais vraiment ta personne et ton métier par le mot passion. Et c'est un peu banal, hein, parce que dès qu'on travaille un métier un peu artistique, on dit qu'on fait un métier passion. Et toi, il y a vraiment un truc de passion dans ton taf, non? Ah oui, complètement. Il faut être passionné pour faire ça parce que c'est pas forcément ce qui paie le mieux déjà. C'est vraiment l'envie de faire partager quelque chose. C'est vraiment l'envie de donner à l'autre, de faire ressentir des choses. C'est complètement ça, c'est intense. Nous, on t'a invité principalement pour parler de cinéma. Tu pourrais me dire, c'est quoi ton rapport au cinéma, toi? En étant danseuse, j'ai toujours été attirée par l'art en général. Je pense que si j'aime autant le cinéma, c'est parce que ça me fait ressentir les mêmes émotions que quand je danse ou quand je vois un spectacle de danse. C'est des images. Donc on voit, il y a un message, des émotions qui sont transmises par une chorégraphie. Une chorégraphie, c'est une histoire, c'est un déroulé, comme peut être la pellicule d'un film. Moi, ça me fait ressentir des émotions et ça me fait me poser des questions et me permettre d'être, un meilleur être humain, peut-être. Enfin, en tout cas, de me remettre en question en permanence et je trouve ça enrichissant. C'est beau. C'est bien vendu. Ouais, c'est beau. Le cinéma n'a jamais été aussi bien vendu. J'allais dire, ça donne envie de mater des films. Bon, les amis, comme d'habitude, pour introduire cet épisode, on va tous les trois raconter une petite anecdote de notre vie perso. Et oui. Steph, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Alors, petite anecdote rigolote, mais qui va avec mes stories où je râle. Je suis rentrée cet été dans un magasin, un supermarché sur la Prom. Et je devais aller à la plage. Donc, j'étais habillée en petit short très court, mon maillot, et par-dessus, j'avais un haut transparent. Donc, on voyait le maillot, mais bon, bref, j'avais quand même un haut. Et en fait, je suis rentrée. Moi, j'avais mon ami avec moi qui était en short de bain et t-shirt. Et je vais pour acheter mon iced tea. Et du coup, d'un coup, j'ai le directeur du magasin qui vient me voir et qui dit mademoiselle, je suis désolée, mais vous pouvez pas rentrer dans le magasin dans cette tenue. Donc, chose qui m'a fortement énervée parce que là, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? On est en 2025, c'est quoi le problème? Donc là, je m'énerve et je lui dis bon, je voudrais voir le patron. Emmenez-moi le patron. Il me dit mais c'est moi le patron. Donc du coup, je lui dis c'est quoi cette hérésie quoi? Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, il m'a dit ouais, mais la prochaine fois, je vous laisse pas rentrer dans cette tenue, c'est trop court, c'est trop dévêti. J'ai dit à la caissière que c'était inadmissible et que je reviendrai plus jamais et que je leur ferai une très mauvaise pub. Voilà. D'ailleurs, du coup, on balance, on s'en fout. Du coup, on balance. Parfait. Ouais, Carrefour, c'est lequel? Carrefour City, rue. Sur la Prom, c'est quoi là? Le boulevard là. Le petit Carrefour. Gambetta? Non. Gambetta? Allez-y en maillot de bain et vous verrez bien que le café, Voilà. ils vous diront. Moi, je propose même un mouvement tous en maillot de bain chez Carrefour. J'avoue. On pourrait y aller. C'est hyper discriminant parce que mon ami qui était Tout à un fait, garçon, il était en short de bain et lui on lui a rien dit parce que voilà, Et puis surtout, faut arrêter. je veux dire, période estivale, Oui. c'est l'été, t'es en maillot de bain. À côté de la plage. Et en plus, moi j'ai vu, alors parce que ça fait partie, moi je me suis régalé, je passais ma soirée à regarder les stories de Steph. Et en vrai, non mais j'ai vu comment t'étais habillé. Il y avait rien de vraiment. Je veux dire, avec le taf que tu fais, on t'a déjà vu bien plus dénudé. Oui. Alors ok, c'était dans le milieu pro, mais je veux dire, c'était pas si choquant que ça. Je trouve vraiment que le gars a abusé aussi quoi. C'est pareil, juste pour aller dans ton sens. Le gars a vraiment abusé. Ah bah oui. Voilà, petite anecdote, on dénonce coup de gueule, on dénonce Carrefour. Si. Mon cher Béric. Ouais, c'est moins fun. J'allais dire, hâte d'entendre ton anecdote après. J'étais en maillot. Non, pas du tout. Non, bah, comme je l'ai dit au dernier épisode, je me suis mis au sport. Ça se voit. Parce que je suis un gueudin. Machine, gros. Machine, bah, justement. Tu vas voir, machine. Du coup, je fais du cardio, donc course, marche, un peu de comment on dit, du rameur et tout ça. Sauf que, bah, je me suis bloqué le dos. Et du coup, je suis allé voir l'ostéo. Je lui explique tout ce que je fais et tout. Il me regarde et il fait, vous venez de vous y mettre, quoi. Je fais, ouais. Il me dit, bah, vous êtes surmené. Et il me dit, vous faites quoi? Donc je lui explique. Il me dit, mais vous êtes surmené. En fait, vous avez trop fait. Et ce qu'on sait pas aussi, c'est qu'avec les tapis, il y a un rebond. Donc évidemment, si vous courez, il m'a pas dit comme ça, mais c'est comme un gueudin, bah le dos il se tape. J'adore le vocabulaire de ton ostéo. Ouais, il parlait comme ça, t'inquiète. Et j'ai dit ah bah super, je pensais savoir marcher au moins, tu vois, je pensais savoir au moins courir un minimum. Visiblement non. Et visiblement non, je ne sais même pas faire ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de voir l'ostéo, mais dès que je suis assis, je me relève, j'ai de nouveau mal. Donc j'ai peur de retourner à la salle de sport. Mais quand on vous dit que plus on vieillit, plus c'est difficile de se remettre ou de se mettre au sport et tout, on déconne pas. Hein. Ah ouais.
ouais, non, mais c'est horrible. Je me sens très vieux. Et sinon, vu que c'est une petite anecdote, j'en ai une deuxième. Je me suis remis à écouter Oasis. Le groupe, ouais. Et je suis dans ma petite période à nouveau Oasis. Et ce groupe, peut-être à peu près toutes les chansons me donnent envie de chialer. Donc, oui. Donc voilà, ils sont trop forts. T'as le frérot, donc t'as le dos bloqué, ouais. T'as mal. Ouais. Et quand t'écoutes de la musique, t'as envie de chialer. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ma période émo. Je reviens dans ma période émo, t'inquiète. J'étais un des premiers. Mais il paraît que les émos reviennent à donf. Hein. Mais on n'est jamais parti. Je sais pas si vous avez suivi ça sur les réseaux. Il paraît qu'il y a un regain de My Chemical Romance, tout ça. Les gens réécoutent à fond. Faire une tournée. My Chemical. Ouais. Je serais prêt à payer plus cher que non. C'était très cher System of a Down quand même. T'as pris tes places? Oui, 245 €. Allez, super. Ah oui. T'as pris tes places toi ou pas? Non, trop cher. Apparemment, c'était le concert qu'il fallait pas manquer en 2026. Ouais, donc, Stade de France, j'ai jamais fait. Je suis pas mal placé, donc j'ai payé bien plus cher, mais au moins j'ai pu choisir ma place. J'avoue, moi, je voulais me chauffer pour une place en fosse parce que vraiment, pour avoir fait Metallica en tribune et en fosse, aller dans la fosse, en fait. Il y a pas. Mais j'ai un dos, j'ai un dos qui est foutu. Ouais, on m'a dit que le Stade de France, au niveau du son, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Ouais. Bon. Alors, après, j'y suis jamais allé. Je ruine pas mes 245 €. Non, j'avoue. Mais souvent, ils règlent pendant les premières parties, donc t'inquiète pas trop. Mais c'est vrai que Metallica, les 2-3 premiers morceaux, la régie devait encore régler un peu le son avant que ça sonne bien. Quoi. Ok, donc mal au dos et. Oasis me fait chialer, les frères Gallagher. T'as un frère préféré? Ouais, non, c'est trop compliqué. Je les aime tous les deux à un certain point, même si c'est deux connards. Ok, bon, pour ma part, ça va être beaucoup plus terre à terre et comme il ne se passe que ça dans ma vie, je vais vous parler de notaire. Le chantier. Parce que non, mais entre le dernier épisode et aujourd'hui, on a enfin vendu le shop de Mandelieu avec Mode. On a enfin signé cette putain de vente et l'anecdote, c'est que la veille à 23h, j'ai appris qu'on a failli ne pas signer pour le lendemain. On avait rendez-vous à 9h15 le lendemain. À 23h, je reçois un message de l'agent IMO qui me dit oui, le notaire à 18h30, il m'envoie un mail pour me dire que les diagnostics sont pas à jour, il faut changer la date. J'ai dit frérot, je fais quoi à 23h? Quel diagnostic? C'est un PC le truc genre, Non mais toi tu connais pas encore, c'est des trucs de grand. Tu verras quand t'auras acheté un appart. C'est bon, j'ai déjà le dos niqué, je veux pas d'autres trucs de grand. Mais bon, en gros, il fallait changer la date sur des papiers et tout. Et j'étais en mode, mais à 23h, je fais quoi moi? À part pas dormir parce que je me suis dit, allez, super, ça veut dire que ma signature elle va encore se décaler, que ma plus-value elle va toujours pas arriver et que j'aurai toujours pas mes thunes pour finir mon chantier. Tout est rentré dans l'ordre. Ok. Voilà. Ouf. Tout est rentré dans l'ordre. Tu as tabassé. Non, mais par contre, ça amène un autre sujet. Est-ce que vous pourriez dire le nombre de fois que vous vous êtes inquiété pour quelque chose? Parce que il y a un élément qui pouvait vous faire vous inquiéter et au final, tu vois, tu te fais un scénar de ça va mal se passer, tout se et en fait tout rentre dans l'ordre d'une simplicité atroce. Mon quotidien, vraiment, ça peut être même pour faire des pâtes. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est un enfer. Toi, Steph, c'est un sentiment que t'as déjà ressenti ça ou pas? Tout le temps avec mon métier, je dois te pallier à toutes sortes d'imprévus, donc je prévois toutes les solutions possibles en cas d'imprévu, soudain. Mais du coup, est-ce que ça vous arrive vraiment genre de vous générer du stress? Ah oui. Parce que vous vous dites là ça va être catastrophique, ça va être. En fait, tout se passe super bien. Ouais, de ouf. Ok. Moi, ça peut me générer un stress au point de ne pas faire les choses. Ah ouais. Je me dis au moins je peux pas me rater si je le fais pas. C'est pour ça que ce qui est encore pire du coup. Non mais c'est pour ça que je me suis mis très tard à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Allez, après le podcast, on part tous en thérapie. Allez. Main dans la main. D'ailleurs, on a une psy aujourd'hui. Deuxième invité surprise. Bon, bah super, merci pour vos petites anecdotes. On va pouvoir parler de cinéma, mais avant de parler de cinéma et avant de remercier, moi il y avait juste un truc que je voulais voir avec Steph parce que dans ta présentation, j'ai parlé de Jason Momoa. Ah oui. Mon mari. Vrai. Alors. Ma question, là, que j'étais sous la main et qu'on peut enfin en parler sérieusement. Vrai crush ou t'as compris que ça faisait un peu cliver les gens et du coup tu t'en joues un peu? Ah non, Jason Momoa, moi je suis amoureuse de lui depuis le premier jour. Ouais. On lui passera le message quand il viendra la semaine prochaine. Bien sûr. D'ailleurs, t'es invité, Steph. Ah, c'est ça. Promis. Alors, mais il y aura de la sécurité. Il y a très peu de chances qu'on fasse un jour un épisode avec Momoa, mais si jamais ça arrive, je t'appelle, évidemment. Bon, les amis, on a assez papoté de tout et de rien. On va pouvoir parler du nerf de la guerre, le cinéma, mais avant ça, petit remerciement. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode.
Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Voilà, on remercie encore une fois le Cinéum pour leur accueil. Les amis, on va pouvoir parler du dernier film qu'on a vu au cinéma. Et Steph, tu vas nous faire l'honneur de commencer ce segment. On t'écoute, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? Alors le dernier film que j'ai vu, c'était hier soir et c'était Sirat. C'est un film qui parle de l'univers de la rave. C'est l'histoire d'un père qui cherche sa fille avec son fils à travers le désert. D'où, je sais pas, je saurais pas vous dire. Je crois que c'est au Maroc. Ah oui, c'est au Maroc. Ouais. Bien vu, tout à fait, c'est au Maroc. Et en fait, on suit les aventures de cet homme qui rentre dans cette foule et cette masse de gens qui dansent au milieu de ce désert aride où il y a vraiment rien, par du sable et des gros des grosses montagnes, enfin bref. Il est hyper poignant parce qu'en fait il va rencontrer des ravers avec qui il va se lier un peu d'amitié, mais en fait c'est plus une histoire humaniste où en fait on dépeint beaucoup les ravers comme des gens un peu anarchistes et qui s'en foutent de tout, mais en fait c'est des gens qui sont vraiment dans le partage. Du coup ils vont l'aider à parcourir ce désert pour essayer de retrouver sa fille, et il va leur arriver plein d'aventures et de mésaventures, de belles surprises et de mauvaises, mais en fait il y a beaucoup de suspense malgré ce qu'on peut penser. On est vraiment avec eux dans cette recherche, on est vraiment avec eux dans l'émotionnel, on a l'impression de faire partie du voyage, donc il y a beaucoup de longueur aussi dans ce film, en fait une atmosphère un peu pesante et aussi un peu spirituelle, surtout parce que le son de la techno vraiment accompagne le film tout du long, toujours ce même rythme qui frappe, et c'est de la bonne techno en plus, donc vraiment de la techno de rave. Et c'est une professionnelle qui parle. Oui, donc du coup, pour ceux qui savent pas, moi je viens un peu du milieu de la techno et du coup je connais ça, et du coup c'est pour ça que ça m'a fait en tout cas écho. Écho ou techno, je sais plus. Et ouais. désolé. T'as eu raison. Et du coup, voilà, c'est puissant parce que c'est un film qui fait se poser des questions et se remettre en question sur notre vie, sur notre façon de voir la vie, sur la façon de voir la liberté, la recherche du bonheur et des sacrifices. Est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on a envie pour accéder à la liberté, ou est-ce qu'il faut être plutôt plus prudent? Est-ce qu'il faut réfléchir ou pas? C'est vraiment ce genre de questions qu'il aborde, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ok, toi tu l'avais vu au Festival de Cannes, hein Tu fais bien de le dire, j'aime pas rappeler que j'étais au Festival de Cannes, mais bon, maintenant que t'es canois, t'es canois et t'es créateur de contenu sur le cinéma. Si tu vas pas au Festival de Cannes, personne n'y va. Est-ce que t'es en train de dire que je suis VIP? Pas du tout, justement tout l'inverse. Mince. Oui, du coup, je l'ai vu, ça a été vraiment mon coup de cœur du Festival de Cannes. J'avais dit, je pense pas qu'il gagnera la palme, mais il aura le prix du jury. Et il a eu le prix du jury. Voilà. Je me suis dit, j'aurais adoré en tout cas que le cast du film ait un prix de groupe, parce qu'ils sont tous incroyables, les acteurs et toutes les actrices également. Non, c'est vraiment un film qui m'a touché, où au début je me suis dit, moi je viens pas du monde de la techno, et je suis arrivé dans le film, je me suis assis et je savais pas du tout ce que j'allais voir, et les 10-15 premières minutes je me suis dit waouh, je vais me faire chier, parce que c'est juste vraiment du son et des raves. Je me suis dit, si c'est ça le film, c'est pas pour moi. Mais bon, à la fin du film j'étais cloué à mon siège, j'étais en mode c'est quoi ce truc? C'était incroyable. En fait, il y a tellement de tensions, tellement de rebondissements. Tu te demandes si les ravers, ils prennent un peu, avantage de la situation. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères dans leur démarche? Après, ça se voit si oui ou non au long du film. Mais t'es un peu toujours dans le doute. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que le film il va mener. C'est plein de questionnements, c'est plein de surprises surtout. Et c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, la façon dont c'est fait. Donc vraiment, moi, c'était mon coup de cœur du Festival de Cannes. J'ai adoré ce film. Et du coup, pour vous deux qui l'avez vu, moi il y a un truc, parce que je désespère. Vous allez voir que je vais le rater, ce film. Moi, j'ai pas le temps d'y aller. Il est plus à l'affiche, je crois. Déjà, ouais, mercredi. Il a dû rouler aujourd'hui. Oh, tu trouveras quelque part. C'est sûr et certain. Je suis deg. Je devais y aller ce week-end. J'ai pas eu le temps. Je suis deg. Mais du coup, il y a moi la vraie question que je me pose, c'est une question de mise en scène, parce que moi c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus quand je mate des films, c'est la mise en scène. Est-ce qu'il y a un vrai travail de mise en scène et d'équilibre, d'union entre le son et l'image, vu qu'il y a toute cette partie techno? Est-ce que la techno sert vraiment le film? Ah oui. C'est vraiment, en fait, la bande son, elle vient vraiment à des moments clés du film. C'est ça, quand je disais il y avait cette partie très tribale et spirituelle, c'est que ça vient vraiment là où la scène est forte et puissante. Enfin, vraiment, c'est bien amené. Et puis ça ajoute souvent même à la tension, à un peu le sentiment d'être oppressé souvent pendant le film, bien que je l'ai vu sur un écran de salle IMAX.
Ouais. Donc vraiment, le son était dingue, l'image était dingue et tout s'emboîte parfaitement, quoi. Tout le long du film, de toute façon, les images sont incroyables. Oui. On est dans ce désert où t'as des falaises monumentales, t'as les néons aussi. Puis il y a rien, tu te sens perdu avec eux, vraiment. Ouais. C'est un truc de fou. Et du coup, on a un peu de, enfin, après ça va peut-être spoiler le film, mais on a un peu de contexte sur l'univers, si c'est du post-apo, si c'est juste une méga teuf. Il y a un fond de 3e guerre mondiale que t'entends par moment à la radio un peu, tu sais pas vraiment ce qui se passe et tout, mais c'est pas le sujet principal, donc c'est vraiment, comme je dis, en arrière-plan. C'est pas grave si t'en sais pas plus. Ok, c'est jamais vraiment contextualisé. Non, et parce c'est pas grave. L'histoire, c'est les personnages. Ok. Vraiment, c'est comment ils sont développés, comment ils s'entendent ou pas, tous les imprévus qu'il y a, c'est assez dingue. Ouais. Du coup, Steph, c'est un oui. Ah oui. Tu recommandes. Ouais, carrément. Et c'est dommage parce que justement, j'en discutais avec une copine qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast, qui me disait, moi, je m'attendais pas à ça. Je suis venue pour voir, un film qui parle vraiment de rave, et je m'attendais à d'être vraiment au cœur de la rave, parce qu'en fait, la rave, on la voit, mais c'est pas vraiment tout le long du film. En fait, ce que je lui ai expliqué, et je lui ai dit, mais en fait, la rave, elle est tout le long du film et dans le ressenti. Elle est dans les émotions des personnages, elle est dans leur histoire, elle est dans leur vécu, elle est dans leur chemin. Et elle est là tout le temps, et la musique techno qui vient de temps en temps, accompagner certaines scènes, nous remet dedans. C'est ça, en fait, c'est clairement le message et l'essence de la rave qui est dans les personnages, tout le long du film. Disons que si t'as des frites, la rave, c'est le ketchup qui va avec. Voilà, Si vous voulez des métaphores de qualité, n'hésitez pas à contacter Pierrick. C'est archi intéressant. Là, tu m'as vendu le film. Hein. Alors que toi, pas du tout, frérot, tu me vends jamais un film. Non, tu m'avais déjà bien. Je vais voir un McDo là avec mes frites. Mais est-ce que Pierrick est d'accord avec ça? Toi qui mais complètement. Du milieu de la rêve, est-ce que tu as ressenti ça qui Ouais, est parce que même quand t'as pas ce son de techno, rave, tout ça, c'est comme si tu l'avais en fait. Oui. Parce que le monde est tellement bien ancré là-dedans que t'as pas besoin d'avoir la musique constante, même si c'est presque le cas. Tu restes dans cet univers tout au long du film. Parce que raver, c'est un état d'esprit, c'est un mood et ça te quitte pas en fait. Mais à t'écouter, j'ai l'impression que ce que vont vivre les personnages, c'est un peu ce que toi tu pourrais ressentir le temps d'une nuit de rave, mais mis en scène dans une aventure, dans un truc comme ça. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est parce que j'ai déjà aussi vécu ça. Oui, voilà. En l'ayant déjà fait, on part aussi. Oui. Ouais, là c'est une rave qui part en cacahuète quand même. Grosse rave. Quoi. Mais toutes les galères qu'on peut rencontrer quand on fait ce genre d'exploration et d'aventure, en effet, c'est ce que j'ai déjà vécu ou ce qu'on pourrait vivre. Exactement. Ouais, et puis le père et son fils, ils viennent pas de ce milieu-là, ils débarquent là juste parce qu'ils cherchent sa fille justement. Ouais. Donc il est un peu comme le spectateur qui n'y connaît rien. Il débarque dans ce monde et il est emmené tout au long du film dans ce délire. Il faut vraiment que je le mate. Hein. Il est vraiment. Il faut vraiment que je le mate. C'est intense. Ouais. Donc Sirat, c'est validé par Steph, c'est recommandé par Steph. Mon cher Pierrot, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était hier soir, c'était une avant-première. Ah bon? Ouais, c'était un film avec Leonardo DiCaprio. Ah là là, je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Et Paul Thomas Anderson, c'est important pour moi de le dire, il a fait l'un des meilleurs films, c'est une de mes meilleures expériences cinématographiques en tout cas, qui est There Will Be Blood. Ouais, tout à fait. Il est trop fort en fait. Je trouve que, et t'en parleras peut-être mieux que moi, chaque film qu'il fait... Alors attends, avant de te lancer, on va quand même prévenir tout le monde. Ouais. Pierrick et moi aujourd'hui on va voir le même film. Ah oui, parce qu'on pardon. a vu l'avant-première hier soir ensemble. Ouais. C'était un peu la sortie événement de la semaine, peut-être même une des sorties événements de l'année. Ouais. Parce que ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas eu un Paul Thomas Anderson. Il revient quand même avec DiCap, Sean Penn. DiCap. Qui es-tu? Le frérot. Qui es-tu? Je bois du ciao kombucha. Attends, j'ai tout le casting. Non, mais c'est vrai qu'il y a DiCarpaccio, comme dirait mon père. T'es encore pire que moi, frérot. C'est mon père, c'est pas moi, ok? Il parle à travers moi, c'est tout. C'est pas beau ce que tu fais. Parce que ta vanne de merde là, qu'il va falloir que t'assumes. Ouais. Et tu sais quoi? DiCaprio, si t'as un problème, viens. Non mais DiCaprio. Et Jason Momoa, viens l'accompagner juste. Ah oui, ça serait bien. Tu vois, je pense à Steph. Mais Benicio del Toro. Enfin bref. Donc voilà, on aura tous les deux le même film et on va parler tous les deux du même film aujourd'hui. On s'est dit que c'était cool. En plus, on enregistre le jour de la sortie officielle du film. Ouais. On s'est dit que c'était cool de se concentrer sur Une bataille après l'autre. Tu peux reprendre
ta critique et ton analyse. Merci beaucoup de me passer le micro comme ça. Non, donc comme tu l'as dit, un casting qui est assez fou. DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor et Chase Infinity. Je trouve que en fait t'as des acteurs qui sont déjà des grands noms dans ce film et t'as des actrices pour le coup qui sont moins connues et qui sont tout autant exceptionnelles. Et ça c'est très fort parce qu'elles sont autant mises en avant que les grands noms d'Hollywood dans le film. Je trouve il y a des moments où il y a pas DiCaprio, parfois même plus, et c'est ça qui est intéressant. Il y a des moments où t'as pas Sean Penn, t'as pas DiCaprio, Benicio del Toro il a un petit rôle mais certes, et les femmes sont très mises en avant. On les connaît pas forcément autant. Et qu'est-ce qu'elle joue bien aussi. Pour en revenir par contre à Sean Penn, moi c'est toujours un peu qui tout double avec Sean Penn. C'est un très grand acteur, c'est vrai. Ne venez pas les haters que j'ai maintenant me défoncer là-dessus. Mais il y a des moments, je pense à Gangster Squad où je me dis il en fait un peu trop. Et là, ce qui est fort, c'est qu'il est à la limite du too much dans son personnage parce qu'il joue un mec de l'armée qui est fasciste, raciste, anti-immigration, tout ça. Il est à la limite du too much, du cliché extrême, j'ai envie de dire, mais le jeu est suffisamment juste pour que tu le détestes et pour qu'il soit une parodie de ces personnes-là, tout en étant réaliste, j'ai envie de dire. Et ça, c'est, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est une performance qui est quand même folle. C'est un des plus grands personnages du film pour moi. Oui, clairement. C'est un peu le Terminator du film. Ouais, un peu. C'est un peu ça. C'est un j'aurais dû penser quand j'ai fait mon tournage de vidéo ce matin. Non, c'est. Tu me diras quand je. Ouais, mais on va faire un ping-pong. Ah bah let's go alors. Non, bah moi, pareil, Darwell Bulbul, j'adore. Paul Thomas Anderson, j'adore. Ouais. Leonardo DiCaprio, j'adore. J'attendais vraiment ce film et j'ai fait ce que j'adore faire, c'est-à-dire je ne regarde pas du tout ni la bande-annonce. Tu regardes les bandes-annonces, Steph ? Ça dépend. Ça dépend ? Mais pas toujours. Là, pour Sirat, je n'ai pas du tout regardé la bande-annonce. J'ai juste vu l'affiche, ça parlait de Drive, j'ai fait OK, banco. Je vais pas chercher à comprendre. Moi, j'aime bien, surtout sur les films où j'ai une vraie attente de pas mater de bande-annonce. Ouais. Bah, si je vois que le réal me plaît, le casting me plaît, je me dis allez hop. Et donc du coup, hier soir, découverte totale du film. Je suis pas objectif parce que c'est totalement mon style de film. Et du coup, ça m'a emporté direct. Dès les 10 premières minutes sur un film qui dure presque 3 heures. Il explique direct comment le film va être. Les premières minutes, c'est franco. Et alors, juste pour contextualiser un peu, c'est un film qui nous parle d'une révolution sociale, on va dire, aux États-Unis, d'un groupe. Alors, ce sont des terroristes, mais qui œuvrent pour l'ouverture d'esprit, on va dire. C'est voilà, en gros du gros. Mais parce que je veux pas trop en dire parce que vraiment c'est un film qu'il faut pas spoiler quoi. Et donc du coup, on va suivre un couple de ce groupe qui vont avoir une enfant et tout le gros du film va se passer 16 ans après la naissance de la petite et sur comment il y a une espèce de retour de vague sur ce groupe de révolutionnaires quoi. Et c'est un film qui est archi puissant. Et moi ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que donc là tu as parlé de Sean Penn, mais en fait, je trouve que dans le film, il y a 4 personnages principaux, on va dire. Donc DiCaprio, Del Toro et Sean Penn sont vraiment mis en avant dans le film. Et après, il y a aussi Teyana Taylor. Alors elle dans le film, incroyable. Elle est géniale. La présence qu'elle a, toi tu vas l'adorer. Elle a je te le dis. Vraiment un caractère, tu vois, genre elle a un truc. La fille pareil. Tu oublies qui ? Deandra. Regina Hall. Voilà, ces 3 actrices sont incroyables dans le film. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tous ces personnages, ils ont un charisme, ils ont une personnalité. Il n'y a pas un personnage qui est plat et insipide dans le film. Ils ont tous quelque chose à apporter, quoi. Exactement. Et ils s'apportent mutuellement tous quelque chose. Même DiCaprio, parce qu'il a un personnage qui est relativement pathétique et médiocre dans le film, mais il le fait, c'est DiCaprio, il le fait tellement bien que ça a un équilibre de fou dans tout le film. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas un acteur qui vient relever le niveau par rapport à d'autres. Non, tout est parfait. Ce qui est fort aussi, c'est, si je puis me permettre de te couper le parole, ping-pong. Ping-pong. C'est que c'est des sujets très sensibles, des sujets très dans l'air du temps, même si ça l'était déjà avant. En ce moment, beaucoup avec Trump et tout, ça parle beaucoup de l'immigration, tout ça. Donc c'est quand même quelque chose où on se dit, on va le prendre au sérieux, ça va être lourd. N'empêche que, qu'est-ce qu'on a rigolé dans le film. Parce qu'il y a des moments, en fait, il sait quand est-ce qu'il peut se permettre d'être drôle et quand est-ce qu'il peut pas. Et il arrive à compartimenter les deux et à mêler limite le genre de la comédie dedans aussi. Et avec des sujets comme ça, je trouve ça très fort et très habile de sa part de réussir ça, justement, parce que ça peut être très casse-gueule. Clairement. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était une vraie satire. Pas juste, c'est une satire. Non. Ouais, c'est une vraie satire, quoi. Dans le sens où
Il va falloir que t'arrêtes avec ce film. Tu l'as vu, Mickey 17 ? Oui. Et c'est pas le sujet du film. Non, en fait, j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai pas trop compris la fin. C'est parti un peu en cacahuète pour pas grand chose. Moi, je trouve Pas assez subtil. il a voulu faire beaucoup de choses, mais moi j'adore. Ouais, genre ça part trop en couille. On revient dans une bataille après l'autre. Donc quand je dis c'est une vraie satire, c'est que la vraie définition d'une satire, c'est de dénoncer puissamment quelque chose avec humour. Oui. Donc comme une caricature. Et c'est ce que le film arrive terriblement bien à faire, c'est-à-dire que entre les actes et la violence de ce qu'on peut voir à l'image et en même temps l'humour qu'il y a dans la mise en scène, ça match super bien. Et du coup, ça c'est un des trucs hyper importants que je voulais dire avec ce film, c'est que on critique énormément les États-Unis, on critique énormément les Américains de façon générale, surtout en ce moment avec la politique trumpiste. Mais je trouve que là, surtout cette dernière année, on a quand même le cinéma américain qui a un talent fou pour contester avec ses films et de façon intelligente. Ce que le cinéma français n'est pas capable de faire et ça me rend fou. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, rien que cette année, on a eu Eddington, Weapons, là, Une bataille après l'autre, ce sont 3 films qui viennent cracher sur le gouvernement trumpiste, qui viennent cracher sur les conservateurs américains en mode il faut vraiment que ça change, il faut vraiment qu'on se libère de cette emprise conservatrice et qui viennent remettre en question avec des bons films. Je pense qu'on peut, le cinéma français, on est largement capable. Je pense juste qu'on mais on ne le laisse pas, je pense, faire. Peut-être. Je pense que tu apportes un projet comme ça et c'est en mode ouais, mais enfin là, il y a le nouveau film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 25. Ouais. Donc vraiment, je pense que l'argent, il va aller là-dedans en fait. C'est ma théorie. Je pense aussi. Ouais. Est-ce que c'est un film qui t'intéresse, toi, Steph, Une bataille après l'autre, ou pas du tout ? Absolument pas. Pourquoi ? Genre, tu t'es pas dit, tiens, celui-là, je vais aller le voir. Trop long peut-être ? Parce que souvent le timing d'un film c'est un frein, là il fait près de 3 heures. Ah non, moi la longueur ne m'a jamais posé problème. DiCaprio c'est pas un argument, ça peut être pour beaucoup de personnes. DiCaprio est un argument pour le coup, mais là si vous me dites que ça parle un peu de politique et même si c'est une satire... Ouais. Alors on a peut-être très mal orienté la critique. C'est très drôle. Non, c'est archi fun. Ah ouais. Et l'action est géniale. En fait, la politique, c'est le message en fond du film. Mais toi, en premier degré, ce que tu vas voir, c'est vraiment des personnages hauts en couleur qui vont s'affronter sur vraiment une différence de pensée. Ok. Moi, j'ai un meilleur haut en couleur, quoi. J'ai un meilleur argument de vente. DiCaprio, il a une moustache guidon comme ça là, de biker, et il fume de la weed. Donc voilà. T'as pas trouvé qu'il avait un petit côté The Dude ? Oui, bah complètement. Putain, avec son peignoir là. The Big Lebowski. Tu vois ce personnage, toi, Steph, ou pas ? Le Big Lebowski ? Non. Il a un gros pull. Le Duc. Il a un peignoir. Oui, un peignoir, oui, pardon. Non. Eh ben, on passe à autre chose. Tout à fait. Non, mais voilà. le film est très bon et par contre, on m'a dit à la fin, il y a quelqu'un qui est parti au bout de 20 minutes parce que le film était trop violent. J'ai envie de dire, DiCaprio a un fusil sur l'affiche. À quoi tu t'attends, mon Surtout que c'est pas vrai. C'est pas si violent. Ça, c'est un argument pour que j'aille le voir. C'est violent. Moi, ça m'intéresse. Ouais, par contre, il y a des passages violents. Il y a énormément d'actions. Ah oui, il y a des cascades et tout. Ouais. Et quand je te dis, ça parle d'un groupe révolutionnaire terroriste, ils font pas semblant. Hein. Ah oui, ils sont connus vraiment dans toute l'Amérique et tout. Quoi. Ouais, disons que ça peut être un film qui peut m'intéresser, mais pas à regarder toute seule. C'est pas le genre de film que je regardais seule, mais plutôt genre avec un date ou un truc dans le genre. Si vous voulez date Steph, vous avez 2 semaines pour l'emmener voir Une bataille après l'autre, qui sort en IMAX. Voilà, on a passé l'appel. Un petit DM au Podcaps, on vous mettra en relation avec Steph. T'inquiète, je filtre. Je connais tes goûts, Steph, je filtre. Tinder de merde. Ok, bon, voilà, on va pouvoir clore le chat. À moins que tu aies encore quelque chose à dire sur Une bataille après l'autre. Non, en vrai, j'avais plus de choses à dire que ce que j'imaginais, donc je suis assez content. Dites bravo en DM et en commentaire, merci. Non, moi je recommande énormément, c'est un grand oui, c'est un de mes films de l'année, c'est sûr et certain. Ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça, j'ai vraiment envie de le revoir au cinéma. Franchement, dénoncer quelque chose très politique sans être chiant, pour moi c'est toujours très fort. Ouais. Ouais. Ça peut être très vite être barbant, quoi. Tout à fait. En général, quand tu dis le mot politique, ça fait peur aux gens. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit on va pas trop parler de politique. Je suis le premier. Hein. Mais c'est là où je trouve que le cinéma américain, c'est très fort ce qu'ils font ces derniers temps, parce qu'ils nous sortent des vrais bons films où on devine que c'est de la critique politique, mais en fait ça t'emmène dans autre chose, dans une autre aventure, et t'es à fond dedans, quoi. Donc bravo. Ça reste tout public, quoi, finalement. Tout à fait. Chers amis, on va pouvoir passer au dernier film qu'on a vu en plateforme de streaming.
Stéphanie, on t'écoute. Les derniers films que j'ai regardés, alors en ce moment je suis dans ma période années 90, donc je me remate pas mal d'anciens films, et notamment, vous avez parlé de Léo, et je vais m'y remettre. J'ai regardé sur Prime Blessure secrète, le deuxième film de Léo il me semble, en 1993, qu'il a tourné avec Robert De Niro. Ok. Yes. Donc il faut savoir que lui, à ce moment-là, il avait 19 ans je crois. Et c'était son acteur préféré à l'époque, donc du coup, truc de ouf. Et j'adorais ce film. Voilà, de toute façon, la patte des films des années 90, tellement plus riche, tellement plus profond. Enfin voilà. Après, je sais pas si vous connaissez ce film, si vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai jamais vu. Si je peux avoir un petit pitch ou un synopsis. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une mère avec son fils qui se retrouve tout seul. Donc, le père, je crois qu'il est mort ou parti, je sais plus. Et en fait, elle parcourt un peu l'Amérique pour retrouver du travail et retrouver un toit pour son fils. Elle rencontre Robert De Niro, qui va devenir son mari, sauf que ce mec est imbuvable. Mais elle le prend, voilà, parce que c'est plus, la vie est plus facile. C'est dans les années 50 que ça se passe, un truc dans le genre. Donc, en fait, il va être le bon mari, voilà, qui va survenir aux besoins. Sauf que voilà, il va être violent, imbuvable, notamment avec le fils où ça va coincer, donc avec Léo. Et en fait, ils vont s'affronter en permanence. La mère qui fait un peu l'autruche parce que elle a besoin d'argent, elle a besoin d'un toit. Donc ça parle de conflit familial, d'où blessure secrète. Et en fait, il va être un peu malmené, mais c'est quelque chose qui m'a heurté parce que ça fait aussi écho aussi à ce que j'ai. Alors, je vais pas dire que j'ai une enfance horrible, mais des trucs de l'enfance, voilà. Donc, quand des parents sont un peu durs avec toi, ou quand des fois ils te forcent à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Enfin bref, mais là, c'est vraiment dans le truc poussé, dans le sujet. Dans l'extrême. Dans l'extrême, ouais. Bien sûr. Fini cette assiette d'épinards, Pierrick, tout de suite. J'ai dit non. Donc voilà, c'est super bien joué. Moi, ça m'a fait pleurer aussi parce que on voit aussi la détresse de ce mari, que s'il réagit aussi comme ça en étant aussi violent, méchant, c'est aussi parce que derrière il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. On se met aussi du côté du méchant du film. Donc voilà. Ok, casting blessure fou, hein. secrète. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les années 90. Moi, je l'avais déjà évoqué dans ce podcast parce que, pareil, j'ai eu une phase, surtout avec mes DVD, où je remate un peu des films des années 90 et je trouve vraiment, alors je sais pas si c'est parce que nous, on vient de la génération 90, enfin on est né début 90, mais c'était vraiment pour moi quasiment la meilleure décennie cinéma. Alors même si avant t'as des grands chefs-d'œuvre, mais dans les années 90, de 1990 à 2000, chaque année t'as des putains de bangers qui sont sortis. Comme tu dis aussi, c'est notre enfance, donc ça nous marque 10 fois Tout plus. Tout à fait, on y est certainement plus sensible. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des gens qui avaient 40 ans en 1990 et qui vont chier sur nos films à nous, tu vois. Mais on leur chie dessus, ok. Ouais, carrément. Ouais, c'est une question que je pose souvent et je crois que je l'avais déjà posée. C'est est-ce que justement, si on avait adoré ces films, c'est parce qu'on avait l'esprit qui était neuf, l'esprit critique neuf, ou est-ce que les films étaient meilleurs qu'aujourd'hui? Est-ce que je sais pas, je saurais pas trop répondre. Je pense aussi que moi, avec l'âge, je deviens bien plus critique et c'est normal. Je m'ennuie plus vite devant un film parce que je fais oui, bon, ça on l'a vu 20 000 fois. Ouais, c'est normal. Je sais pas, c'est un peu chiant quand même. Mais je pense que c'est un petit mélange des deux trucs que tu as cités. Forcément, nous, c'est des films qui font appel à la nostalgie, soit de notre enfance, soit de notre adolescence, surtout quand on est en train de développer un esprit critique. Mais je pense quand même qu'il y avait une industrie très différente à l'époque. De toute façon, ça se voit. Aujourd'hui, la plupart des films qui vont sortir, tu le sens que c'est du marketing, c'est fait pour faire de l'oseille, c'est fait pour... Oui, c'est des suites, c'est des remakes. Voilà, à l'époque, il y avait plus de boîtes de prod, du coup, il y avait plus de possibilités, plus de propositions. Et on a, pour moi, les années 90, c'est un florilège de... Jusqu'à début 2000, il y a quand même des films où les studios ont pris des très gros risques. Bien sûr. Ou même hors studio, vu qu'il y en a qui étaient indépendants ou quoi. Oubliez jamais que dans les années 70, Star Wars, personne n'en voulait, quoi. Tout à fait. Après, Retour vers le futur, personne n'en voulait non plus. Tout à fait. Donc voilà. Petite anecdote sur Blessure secrète. Comme tu as dit, c'était le deuxième long métrage de DiCaprio. Il n'était pas vraiment connu à cette époque-là. Et il avait dit à Robert De Niro, la seule chose qui me donne envie de faire du cinéma, c'est d'être comme toi. Je veux être le prochain De Niro. Et De Niro était allé voir Scorsese pour lui dire,
ce sera le prochain De Niro. Putain. Et Incroyable. 30 ans plus tard, Oui. Scorsese les a réunis sur Killer of the Flower fait. Moon. Ça, c'est fort. Et Ça, c'était beau. ça, c'est très très fort. Bah écoute, merci beaucoup pour ce film. Il était dans ma watchlist suite à cette anecdote. Moi, j'ai découvert ce film avec cette anecdote, donc j'ai découvert le film il y a 2 ans. Et bon, voilà, le temps passe et j'ai toujours pas maté. Mais du coup, Faut le voir. tu m'as donné un peu plus envie de le. On de le dit jamais mater, non à un De Niro Scorsese. Ouais. De Niro DiCaprio, pardon. Ah oui, Tout à ils fait. sont incroyables les deux, hein, comme d'habitude. Tout à fait. Pierrick, quel est, Ah oui, c'est vrai. quel est le dernier film que tu as vu sur plateforme de streaming? J'ai vu sur Netflix parce que bientôt il s'en va. Everything Everywhere All at Once. C'est un film qui était aux Oscars il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, en même temps que The Whale, donc, le 3 ans. Sacre A24, hein, le studio Tout à fait. qui a fait ces films. Je vous fais un pitch vite fait parce que c'était... Bonne chance. Merci. Alors, Attends, ouais, juste- c'est exactement ce que je me suis dit. Est-ce que tu vois de quel film parle Pierrick ou pas, Steph? Je vais te montrer l'affiche peut-être. Ouais, moi je C'est un marche film au avec visuel. Michel Yeo. C'est un film qui a, je pense même plus que ça, 4 ans, mec. Hein. Mais qui Oui, avait vraiment bah, cartonné le temps au- passe vite, je me aux fais vieux. Oscars. Que veux-tu? On t'écoute. Mais ouais, du coup, c'était la 2e fois que je le voyais et je me suis dit, trop bien, je vais avoir un nouveau regard dessus. Et donc, le pitch vite fait, c'est une mère de famille au bord de la faillite et du divorce qui n'arrive pas à communiquer avec sa fille, se retrouve du jour au lendemain au milieu d'une guerre pour sauver le multivers. Est-ce que mon pitch est ok? C'est Ça parfait, va? mec. J'ai galéré un peu C'est à le faire. exactement ça. Non, c'est parfait. Ah, je crois savoir ce que c'est. Ah, mais franchement, déjà, j'ai écrit juste en dessous, pitch complètement fou. Déjà, c'est étonnant qu'on ait donné le feu vert à ce genre de pitch, quoi, pour faire un 24. film. Mais oui, à 24, en effet. Je sais pas vraiment comment catégoriser le film, parce que comme tu l'as dit, il y a des arts martiaux, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a de la comédie, il y a du drame, familial, romance ou quoi. Moi, je pense que tu peux aisément le mettre en film surréaliste. Hein. Film surréaliste? Ouais. Et je leur demanderai. Ouais. Mais c'est un ovni vraiment du drame, science-fiction à action. En fait, il puise dans tellement de genres que tu peux pas vraiment le catégoriser. Et c'est ça qui fait que c'est un film très intéressant aussi. Tout à fait. Parce que tu vois, il y a énormément d'influences, comme tu dis, les films d'arts martiaux, Tigre et Dragon, tout ça, machin. Même Matrix ou quoi, Ouais. il y a des trucs assez fous. On retrouve beaucoup de scènes empruntées à Matrix 1. Bien sûr. Alors complètement retravaillées, Oui. avec le van et tout. J'ai l'impression qu'ils sont dans le. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a des effets spéciaux. C'est pas fait maison, Si. mais ouais, enfin, tu vois, c'est Très- un peu très peu extrême de budget. dire fait maison quand Ouais, même. mais Pour ce que c'est assez impressionnant quand tu vois les backstage de comment ça a été fait avec les moyens qu'ils avaient. C'est assez marquant. Il y a Ke-Huy Quan qui jouait 2001 hein, dans Indiana Jones, qui Tout à fait fait. son grand retour avec ce film et qui est excellent. tu vois Indiana Jones 2 ou pas du tout? Oui, le petit garçon. Le là. petit garçon, Tout à fait. voilà. C'est lui. Le- En fait, il Ah, était c'est lui. boudé du Génial. cinéma après. Personne Ah. voulait l'embaucher. Il était, je crois, Bah, il a fait, directeur de cascade. Il a fait Indiana Jones les Goonies Voilà. et après on l'a plus jamais vu presque. Et- Enfin, j'exagère, mais il a dû faire des petits rôles Ouais. dans des séries où. Et lui, il attendait que ça, qu'on lui redonne une chance et tout. Et ces réalisateurs-là lui ont dit, joue dans notre film. Il a dit, quoi? Ok, c'est parti. Parce qu'il a une voix un peu comme ça. Et il a gagné un Oscar, tout simplement, pour son retour. Ce qui est Génial. je te mets au défi de regarder son discours de remerciement et de pas chialer. Honnêtement, c'est impossible, je C'est pense. impossible. Si t'as un cœur, tu Mais chiales. cette année-là, les Oscars, c'était hardcore. Hein. Ah ouais, entre J'ai Brendan chialé. Fraser qui faisait son retour avec The Whale aussi, le mec de la momie et tout, Ouais. qui aussi était hors Hollywood hein, pendant Tout à des fait. années. Ouais. Mais du coup, comme tu disais tout à l'heure, Rémi, il y a Michelle Yeoh aussi, qui prouve en fait qu'elle n'a rien à prouver. Oui, tout à Parce fait. que elle est tellement excellente, elle peut tout faire tout simplement. Je l'adore cette actrice, elle est incroyable. Et j'ai envie de dire, c'est la première fois via un film que je suis ému avec des cailloux. Ouais, j'étais sûr. Donc J'attendais. ceux qui ont vu le film auront la ref, j'en dis pas plus. J'attendais ce petit clin d'œil, quoi. Mais ouais, non, pour moi c'est un perfect. Tout simplement, hein. Je trouve qu'il y a des moments où on se demande en fait qu'est-ce qu'on est en train de regarder pour finalement à la fin être ému et verser sa petite larme et se dire ah ouais ça m'a touché. Pour moi le film c'est imperfect. Vraiment possible que pendant la première moitié du film c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, vous disiez mais qu'est-ce que c'est que ce Ah ouais, truc mais à la fin ça vous gagnera quoi. Est-ce qu'en en parlant, tu remets le film ou... Ouais, je vois quel film. Et tu l'as vu ce film ou pas? Et non, parce qu'en fait, moi justement, pour ces raisons-là, quand tout est un peu mélangé, quand il y a du drama, du fantastique, tout cet univers-là, en plus avec des arts martiaux, que moi je suis pas du tout sensible à ça. Du coup, c'est pas des films vers lesquels je vais naturellement et consciemment. Ouais. À la limite, s'ils passent comme ça à la télé, pourquoi pas. Mais c'est vrai, je vais pas aller chercher ce genre-là. Mais après, c'est intéressant peut-être de m'y mettre et
Ouais, après la différence c'est que même quand il y a peut-être des combats ou quoi, il y a quand même de l'humour, c'est-à-dire que même les personnages ils sont en mode qu'est-ce que je suis en train de faire, comment je suis capable de faire un truc pareil, qu'est-ce que c'est que ce bordel hein. Je te pose la question parce que de ce qu'on a papoté de cinéma ensemble, pour moi c'est pas trop ton cinéma, Everything Everywhere, et c'est pour ça que j'étais curieux de savoir si tu l'avais vu, parce que nous on a à peu près la même culture avec Pierrot, donc c'est sûr qu'on est convaincu par ce genre de cinéma, et j'aurais bien aimé avoir justement peut-être l'avis de quelqu'un de qui c'est pas trop le cinéma vers qui donc tu seras obligé de le voir et de revenir ici pour nous en parler, Steph. Oui. Ce sera tes devoirs pour la semaine prochaine. Non, mais du coup, ouais, si un jour tu as la curiosité de le mater, mate-le, mais je suis intimement persuadé que tu vas pas rentrer dedans. Pour moi, le plus gros défaut, parce que pour moi, il est peut-être dans mon top 10, enfin, c'est nul de dire ça, j'en ai 40 des top 10, mais c'est vraiment un film qui m'a énormément marqué, Everything Everywhere, et pareil, pour moi, c'est un film parfait, mais par contre, le plus gros reproche que je pourrais lui faire, c'est que c'est pas du tout un film abordable. C'est-à-dire que si t'es pas un buté de cinéma, c'est compliqué de rentrer dedans. Tu vois, moi, je sais que franchement, ma mère l'a vu, et vraiment, ma mère m'a transmis la passion du cinéma. Hein. C'est grâce à elle que j'aime autant parler de cinéma. Ma mère est pas du tout rentrée dans le film. Hein. Vraiment pas. Et pourtant, elle a l'habitude de mater des films, de mater tout un tas de registres. Et elle m'a dit, c'était un peu bizarre, quoi. Dans ce cas, je pense que c'est un peu qui tout double parce que Megan, je lui ai dit, bah viens, on le regarde parce que tu veux le regarder depuis un moment. Et là, il va partir de Netflix. On l'a regardé. Et moi, tu sais, de temps en temps, je tournais les yeux comme ça en mode, est-ce qu'elle réagit? Est-ce que ça lui a fait rire? Est-ce qu'il y a de l'émotion et tout? C'est pas une butée de cinéma, comme tu dis. Elle aime le cinéma et tout, mais c'est pas une butée de cinéma non plus. Et à la fin, je la regarde, je fais, alors? Et elle me dit, ah, c'était génial. Donc, je pense que c'est un peu qui tout double. C'est soit ça passe, soit ça casse. Tu vois, mode, elle m'a dit une fois, c'est bien. Voilà. Ah ouais. Après, une fois, c'est bien. Je comprends. En vrai, une fois, c'est bien. Je peux comprendre aussi. C'est pas très digeste comme film. Mais il y a des films qui sont incroyables, mais tu dis une fois, c'est bien. Nosferatu. Une fois, ça suffit. Oui, après, ça dépend pourquoi aussi tu regardes les films. Enfin, moi, je sais que je regarde des films pour une raison très particulière. C'est que vraiment, je veux ressentir des trucs forts en émotion. Juste pour me détendre, passer juste un moment, passer des heures. C'est peut-être, oui, je vais peut-être le regarder comme ça, en mode pour passer le temps, être en même temps sur mon téléphone et pas vraiment suivre l'histoire, juste pour dire qu'il y a un fond. Mais sinon... Everything Everywhere All at Once, très très fort, mais Trigger Alert, c'est assez indigeste, c'est pas pour tout le monde. Mais regardez-le quand même. Mais regardez-le. Alors pour ma part, le dernier film que j'ai vu en plateforme de streaming, c'était sur Amazon Prime, et j'ai enfin bouclé les Ari Aster, c'est-à-dire que j'ai enfin maté Hérédité. Oh punaise. Tu vois qui est Ari Aster, Steph? Midsommar. Midsommar, oui, je l'ai vu. Le film chelou, chez les Norvégiens là. Très Quelle horreur ce film. Enfer. Moi j'ai adoré, mais alors je sais pas si on en avait déjà papoté ensemble, mais Ari Aster, moi c'est un peu mon réalisateur crush de ces dernières années, et donc du coup il me manquait que Hérédité qui est son premier long métrage sorti en grosse production, qui date de 2019 c'est Midsommar, donc c'est le film avec lequel le monde entier a découvert le talent d'Ari Aster. Et pour être tout à fait honnête, surcoté. Quoi? Je l'ai préféré j'aime Midsommar, mais j'ai préféré Hérédité quand même. Et j'ai passé un très bon moment, mais je trouve que la hype qu'il y a autour de ce film est too much. Est-ce que tu veux nous pitcher vite fait? Alors, le film parle d'une famille dont la grand-mère décède au début du film. Et tu vas suivre un petit peu le deuil de la famille. Et plus le film avance, plus tu vas t'apercevoir que la grand-mère, en fait, elle a caché un lourd secret, on va dire. Un secret qui va se révéler, mais surtout se répercuter sur les autres membres de la famille. Et suite au décès de la grand-mère, il y a un autre drame qui frappe la famille. Et le film, pour moi, part un peu de ce second drame. Comme tu as compris, c'est une grande comédie. Non, c'est un film d'horreur. C'est psychologique. Je crois que je l'ai vu. Il y a un frère et une sœur. Oui. Ouais. Oui, je l'ai vu. Ah oui, je l'ai vu. Alors, j'ai carrément préféré Midsommar. Hein. Ah ouais. C'est marrant ça. Tout le monde préfère Midsommar. Moi, je préfère Midsommar. Je le dis honnêtement. Je préfère Midsommar parce que je trouve que c'est mieux fini, mais alors, je m'explique. Je dis pas qu'Hérédité est un mauvais film. Très loin de là. De toute façon, je vais me faire enculer par tous les fans d'Ari Aster, mais je dis pas que c'est un mauvais film. Mais le problème, c'est que moi, j'ai commencé Ari Aster par peut-être des films plus aboutis de lui, et peut-être des films où il avait peut-être plus de budget pour travailler. Et du coup, je me retrouve face à Hérédité qui est son premier, et on sait que le premier, il est toujours, soit c'est un chef-d'œuvre, soit il est imparfait, soit voilà. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'est son chef-d'œuvre, Hérédité, et je le trouve vraiment très cool. Je trouve que, comme d'hab, Ari Aster est très fort dans le psychologique et dans le sous-texte. Maintenant, je trouve pas
qu'il mérite autant d'adulation, c'est-à-dire quand les gens parlent d'Hérédité, ils sont en mode « Oh là là, mais Hérédité, c'est le meilleur film d'horreur que le monde n'ait jamais vu. » Bon, c'est faux. Les gens Oui. disent ça? Ah oui. Oui, je suis d'accord que Ah ouais. ça vaut pas ça, quoi. Je savais pas que les gens disaient En ça. tout cas, quand les gens parlent d'Ari Aster, tu vois, Ok. là, quand il s'est fait défoncer pour Eddington, Moi, je pensais qu'il parlait plus de Midsommar, tu vois. J'ai Non, l'impression non, que pas- personne la- en préféré. la fanbase de Ari Aster, Ouais. ça se joue entre les Tu deux. peux appeler Harry parce que c'est mon pote maintenant. J'ai une petite photo avec. T'as une petite photo Voilà. avec. Ouais. Mais Mais ça se divise un peu entre les deux. Je crois que le mainstream fait que Midsommar passe devant. ouais. Mais t'as quand même les gens qui sont en mode Hérédité, c'est le chef-d'œuvre, c'est le premier. C'est un peu comme Nolan avec Following, tu vois. C'est Parce que moi, j'ai découvert Ari Aster, en tout cas le cinéma d'Ari Aster, en enchaînant Midsommar et le lendemain Hérédité, justement. Et Midsommar, faut le digérer, hein, c'est quand même un gros steak. Et j'ai quand même préféré Hérédité, tu vois, Ouais. malgré que je l'ai vu après et ça vois, m'a moi, plus parlé. moi alors ils sont comparables, pas comparables, mais ils sont juste comparables parce que c'est le même réalisateur. Mais j'ai préféré Eddington. Ok. Après, Ari Aster, le point commun dans ses films, c'est qu'il adore les gens tout nus. Oui, On va pas se mentir. c'est vrai qu'il y a toujours des gens un peu à poil. Ouais, voilà. Non, mais c'est très fort. Et après, bon, on n'aura peut-être pas le temps de faire une analyse poussée, mais c'est très fort dans ce dont ça parle réellement. Moi, c'est ce que j'aime avec le cinéma d'Ari Aster, c'est que tu vois un truc, tu dis, ok, c'est complètement perché, complètement what the fuck, mais en fait, d'accord. Alors donc en fait, ça parle de la place du garçon dans la famille et de justement l'hérédité des générations précédentes. Qu'est-ce qu'elles attendent de la descendance et c'est quoi le fait d'avoir une sœur, le fait d'avoir un grand frère. Qu'est-ce qu'on attend de toi, machin et tout. C'est, comme tu aimes me le dire, une double lecture. C'est tout à fait une double lecture. Et en ça, le film est très très fort. En ça ou mais en ça en ça, le film est très très fort. Mais sans parler de ça, c'est un très bon film. Mais calmez-vous. Oui. C'est pas mais calmez-vous. Genre, ils c'est- t'ont agressé les Si, gens si, avec bon. Hérédité. Non mais le cinéma d'horreur a déjà vu mieux, a déjà fait mieux. Ouais, mais faut arrêter de tout comparer aussi. Mais non, mais moi je dis On n'est simplement pas là ça. pour ça? Bah non. Je dis simplement ça parce que souvent j'entends Hérédité, c'est le plus grand film d'horreur de tous les temps. Non, c'est un très bon Ok. film. C'est pas non plus. Peut-être Voilà. j'ai pas assez d'amis parce que j'ai pas entendu cette T'as phrase. pas du tout d'amis. Ah, pardon. Même Steph et moi, on n'existe pas, gros. On n'est pas là, tu vois. Putain, what? Donc voilà, pour Hérédité, je dis pas que c'est un mauvais film, je dis juste c'est too much ce qu'on en a fait, quoi. Déglinguez-le dans les commentaires. Défoncez-moi, j'adore ça. Double lecture aussi? Non, pas du tout. si, une grande double lecture là. Bon, bah les amis, on est arrivé au bout de Oui. nos segments cinéma. Ça va, Steph? Ça t'a plu de parler un petit peu de cinéma avec nous? Si, c'était cool. Non, ça va, J'ai c'était appris des choses. Je vais peut-être regarder vos films ou pas. J'en sais rien. Je verrai après avoir digéré tout ça. Franchement, des 3-4 films qu'on a parlé, je te recommande plus Une bataille après l'autre que Everything Everywhere. Oui, Je pense que tu vas plus complètement. t'éclater. C'est plus J'étais abordable. J'étais plus partie là-dessus. Hein. Ouais. L'héroïne, la femme de DiCaprio dans Une bataille après l'autre, tu vas adorer ce personnage. J'en suis sûr et certain. Les amis, on arrive gentiment au bout de ce podcast. Avant de terminer cet épisode, Steph, il y a un truc qu'on n'a pas parlé en début d'épisode quand on a présenté ta personne et ta personnalité. Mais il y a un truc dont je voulais qu'on papote ensemble, c'est le fait que, de par ta profession, tu as toi-même déjà participé à des tournages, je crois en tant que En tant que Figuration, figuration, ouais. Silhouette. silhouette, tout à fait. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet épisode de ta vie? Oui, donc en étant intermittent du spectacle, j'ai l'occasion d'être approchée, ou même moi, quand je vois passer des demandes de casting, faire de la figuration pour des films ou des séries. Et là, j'en ai fait 2 en 2024. Donc le film Diamant Brut. Ah oui. De Agathe Redinger et Brûle le sang de Akaki. Podcast Z. Merci. Avec Nicolas Duvauchel. Du coup, j'ai joué mon propre rôle dans ces 2 films. Donc dans Diamant Brut, donc j'ai joué la danseuse. Et en fait, on me voit dans la bande-annonce avec mon amie. D'ailleurs, on était 2 danseuses. Et dans Brûle le sang, pareil, on est dans notre propre rôle de danseuse avec d'autres danseuses. On nous voit sur. Ah, une je t'ai scène. déjà vu alors. Tu as vu mes fesses normalement dans Brûle Ouais. le sang. C'est pour ça que j'ai pas reconnu. Tu te souviens ou pas que je t'avais envoyé une petite photo? Moi, j'étais à l'avant-première, je savais que tu m'avais écrit 2-3 jours avant. Parce que toi, t'es allé à la Strada, je crois, le voir. Et je suis allée à l'avant-première à la Strada. Ouais, à Mansartou. Donc nous, on l'a vu ici au On avait Cinéum. couvert. Parce qu'il y avait une soirée avec les gars de la prod et Ouais. tout, c'était trop bien. Et je me souviens que comme je savais que tu passais dans le film, j'avais mon téléphone pas loin. Et à un moment, je vois ton cul passer, j'ai pris vite une photo. Les gens, ils ont dû se dire, c'est qui ce pervers qui prend des culs en photo, tu vois? Et c'était juste pour t'envoyer un petit DM en mode, j'ai vu ton cul au cinéma. sur écran géant. Voilà. C'est à l'aurore. Hein. Ça l'aurore, ouais. Ouais. Et pour Diamant Brut, c'était plus rigolo que ça, parce que pour Diamant Brut, on mangeait chez les parents de mode.
Et il y a la bande-annonce qui passe à la télé. Donc, chez les parents de mode, la table à manger donne un peu sur la télé. Et je sais pas, on était en train de manger, de parler et tout. Et je vois la bande-annonce et je fais, c'est Steph. Et genre, j'attrape le bras de mode et je fais, regarde, c'est Steph à la télé. Ouais, donc des expériences hyper intéressantes et enfin pour moi que j'ai vraiment adoré de voir tout l'envers du décor, de comment tout ça, toute cette petite équipe se met en place pour. Évidemment, nous on veut un peu de crispy content. Est-ce que tu as des petites anecdotes liées à ces tournages? Est-ce que il s'est passé des trucs un peu cocasses? Est-ce qu'il maquille les culs? Est-ce qu'il y a un peu Non, de fond de teint sur les Même culs? pas. Même Ouais, pas. Non, on s'est maquillé tout Un seul, cul parce qu'on était 100% danseuses. naturel. Non, alors si je pouvais dire quelque chose, déjà les acteurs. Vraiment, moi j'ai été bluffée parce que Malou Kebidi, actrice de ouf, parce qu'en fait quand tu la vois dans les loges, elle parle pas du tout comme elle parle dans le film. Quoi. Elle est pas du tout ce personnage-là. Et moi je pensais vraiment qu'elle était comme ça un peu dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on l'avait choisie. Alors que pas du tout. Enfin, il y a vraiment un décalage entre les vrais gens et de leurs personnages. Donc ça c'était vachement cool. Et après dans Brûle le sang, il y a quelque chose qui était hyper rigolo. On avait tourné du coup cette scène dans un établissement où moi j'ai l'habitude de performer avec les autres danseuses. Donc du coup nous on connaissait les patrons de cet établissement et en fait tous les figurants basiques, les figurants simples étaient dehors dans le froid à attendre. Ceux à qui on voit pas le cul. Voilà. Ah ouais. Bah, ils avaient un jean alors ça va. Il fait pas trop froid. Oui, parce que moi je suis silhouette donc forcément on nous voit un petit peu plus et du coup tous les figurants étaient dehors à avoir froid, faim, ce que tu veux. Et nous on était là dans le bureau donc des responsables et de temps en temps on avait donc Nicolas Duvauchel et son autre acteur, je sais plus le nom, qui venait avec nous. Florent Hill. Oui, tout à fait. qui venait avec nous papoter et s'asseyer entre deux prises, on buvait un petit coup. Bon voilà, je vais pas trop en dévoiler non plus. Mais On va se faire strike. ouais, de ouf. Non, mais rien de méchant, mais en tout cas c'était hyper marrant parce qu'en fait on se tapait des barres dans le bureau avec les acteurs, nous en attendant les prises et c'était trop cool quoi. C'est à la bonne franquette. Ouais, carrément. La famille. Et notamment sur ce film, comme c'est une petite production, j'ai vraiment ressenti ça aussi parce qu'il y avait cet esprit un peu très familial. C'était vraiment hyper cool, même de la part des caméramans, parce qu'à un moment donné, quand on a fait notre scène à nous, après on était là, on allait derrière, on se dit attends, ça rend comment et tout, on est allé voir et tout, alors que normalement on nous montre pas vraiment ce que ça donne. Et là on nous disait oui regarde, ça rend comme ça et tout, donc on avait vraiment le retour sur l'instant, l'arrière décor quoi. Tu fais ça avec une grosse prod dont on voit chier. Voilà. 100%. Donc c'est pour ça que là on a pu. Il y a Scorsese. Je peux voir. C'est ça. Donc là on avait vraiment le temps de faire ça et c'était vraiment très très sympa. Et du coup, est-ce qu'on t'a déjà booké pour d'autres tournages peut-être sur la Côte d'Azur ou pas encore? Non, pas encore. J'ai pas eu encore de. Quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est la prod qui te contacte ou c'est l'établissement qui te dit écoute, il y a un film qui va se tourner chez nous, on a besoin de danseuses, on a besoin de. Comment ça s'est passé la mise en relation? Non, c'est la prod en général. Alors comme j'en ai fait plusieurs, en fait on a la directrice des castings qui connaît après forcément plein de noms, qui garde dans son agenda, quoi, dans son carnet d'adresses, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, comme là pour le coup c'était la même, alors je sais plus son nom, la pauvre, j'oublie tout. Mais du coup, quand elle m'avait déjà vu jouer dans Diamant Brut, et c'est elle qui m'avait casté, elle m'a rappelé pour jouer dans Brûle le sang. Ah oui, j'avais aussi dernièrement que j'avais fait une série aussi sur TF1 où je joue mon rôle de danseuse au casino. Ah mais non, mais c'est ça que j'ai vu. Et je fais de la pole dance. Oui, c'est ça, c'est ton truc. Silhouette. C'est la série sur TF1 que j'avais vue. Il passait la bande-annonce, c'est là que j'ai câblé, j'ai dit à mode putain mais il y a Steph à la télé. Et ça m'a fait beaucoup rire. Exactement, c'était ça. Bon les amis, on arrive cette fois-ci vraiment. Ah non, attends, dernière question. J'avais une dernière question. Vu ton parcours, ton taf et ce genre d'expérience, ça t'a jamais donné envie peut-être de passer des castings pour peut-être te rapprocher du milieu de l'audiovisuel ou vraiment ça t'intéresse pas du tout et ça reste des épisodes anecdotiques comme ça que tu viens compléter ton taf avec, mais ça t'a jamais donné envie de plus sur les plateaux? D'être actrice officielle? Ouais, actrice ou peut-être d'être plus souvent présente, ou ça peut être dans des clips, ça peut être dans des publicités, ça peut être ouais. Oui, c'est quelque chose qui me plaît vachement parce que j'ai aussi fait plein de clips, dont un avec Michael Youn aussi. Mais oui, après je le fais dès que je vois des annonces intéressantes. De toute façon, je postule. Après, je m'étais dit que j'aurais bien aimé, travailler là-dedans, vraiment dans l'habillement surtout.
d'être costumière, ouais, habiller les acteurs ou les figurants. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, actrice, pas du tout, parce que je suis très mauvaise. J'ai une très mauvaise mémoire, comme vous avez pu le remarquer. Ah bon? Tant que c'est pas une liste de noms, ça devrait. Ouais, non, c'est pas du tout voilà, mon truc. Et, voilà. Mais bon, par contre, voilà, une petite reconversion costumière. Bah, ça t'aurait pas dérangé? Ça m'aurait quoi. pas dérangé, mais le souci, c'est que au niveau du rythme de travail, c'est que c'est tellement décalé. C'est le jour, la nuit, les heures, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas du tout pour le commun du mortel, du coup. Et je ne veux plus, en tout cas, si je dois changer de métier, rentrer dans un job qui soit en décalé à ce point-là. Ouais, je comprends. Mais sinon, j'aurais kiffé. Ça t'aurait fait kiffer. Ok. Bon, les amis, cette fois-ci, c'est la bonne. On arrive vraiment au bout de cet épisode, mais avant de vous quitter, le but de faire venir des invités dans ce podcast, c'est évidemment de découvrir un petit peu votre culture cinéma. Et Steph, j'ai quelques dernières questions pour toi. Un segment que j'ai appelé le dernier film qui. T'es prête? Oh putain. Est-ce que tu peux nous dire le dernier film qui t'a fait rire? Je vais prendre Terrifier 3. Très bonne réponse. Wow. Non, très bonne réponse. Ouais. C'était cool, Terrifier 3. Ah ouais, c'était le kiff. Ouais. Je suis partie toute seule au cinéma, je l'ai regardé toute seule un soir. Tout le monde était horrifié dans la salle, moi j'étais mort de rire aux éclats à chaque scène. Il a beaucoup fait parler ce film. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un moins de 18. Génial. Justifié ce moins de 18 pour toi ou... Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça gicle de tous les c'est côtés. Gore, quoi. C'est gore à souhait. Oui, c'est bien fait. Hein. Moi, j'ai kiffé. C'est tout ce que j'aime. Quel est le dernier film qui t'a fait pleurer? Ah, alors là, je l'ai. Est-ce que Steph pleure devant des films déjà? Ah oui, je pleure énormément devant les films. C'est justement pour ça que je regarde les films. C'est Everybody's Fine avec Robert De Niro. Décidément. Est-ce que vous le connaissez, ce film? Pas du tout. Magnifique film, vraiment sur un père en fait qui veut renouer avec ses enfants qui sont grands, qui ont leur vie. Avec Drew Barrymore et Sam Rockwell. Ok, très bon acteur. J'adore Sam Rockwell. Très bon casting. Vraiment, c'est un film de 2009, je vous le conseille, que j'ai vu sur Arte. Et en fait, voilà, c'est la vie qui fait qu'on perd de vue ses enfants et ce père qui se retrouve tout seul à la mort de son épouse, qui va essayer de retrouver ses enfants et voilà. Et des fois, on peut pas faire autrement. Ouais. Et ça m'a fait me remettre en question aussi sur mes parents en me disant, ils seront pas toujours là et il faut peut-être que je sois là un peu plus avec eux. Profiter un peu. Ouais. Et du coup, voilà. Rien qu'à t'écouter, je ne peux pas regarder le film. Voilà, je vous le dis. Ouais. J'ai déjà envie de chialer. Ok, tu redis le titre? Everybody's Fine. Everybody's Fine. Ok. Quel est le dernier film qui t'a déçu? Est-ce que je l'ai C'est noté? pas dans les notes. Merde, putain. En fait, il y a beaucoup de films qui me déçoivent en ce moment, donc. Est-ce qu'il y aurait pas un film où tu avais une attente et au final, quand tu l'as vu, tu t'es dit ouais bon, bof quoi? Peut-être, comme je suis encore dans les années 90, je vais peut-être vous dire Gilbert Grape de 93 avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio aussi. En ayant vu Blessure secrète, je me suis dit ça va être de la du même genre. En fait, pas du tout. Le casting est fou, mais j'ai trouvé que l'histoire est barbant à souhait quoi. Ok. J'ai été déçue quoi par ça. Tu redis le titre? Gilbert Grape. Gilbert Grape. Quel est le dernier film qui t'a pas le droit de répondre, Sirat, vu que ça a été ton film de cinéma. Quel est le dernier film qui t'a réellement surpris? The Substance. Ah oui. On est tous d'accord ici, je pense. Ouais. Gros kiff, The Substance. The Substance, pour moi, une révélation ultime cinématographique. Pour moi, ça réunit tout dans un film. Vraiment, Drew Barrymore. Puis là aussi, la musique. Pas Drew Barrymore. Demi Moore. Demi Moore, pardon. On a compris. Tu viens de dire Drew Barrymore, donc. Demi Moore, incroyable. Incroyable. De toute façon, elle est toujours incroyable. Ouais. Mais vraiment. Franchement, elle a eu du courage d'accepter un tel rôle. L'image qu'elle a eue toute sa carrière et d'accepter aujourd'hui ce truc de femme qui vieillit et qui se fait rattraper par son double qu'elle aurait aimé être toute sa vie. Enfin. Ouais, ça fait, j'ai l'impression, peut-être un peu écho peut-être à sa vie aussi. Enfin, de ce qu'on a à l'image d'elle, en tout cas. Et vraiment, je suis déçue que les gens, beaucoup de gens n'ont pas compris la fin. Franchement, ils n'ont pas aimé. Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment. Moi, je comprends qu'on puisse ne pas aimer le film. Oui, je sais. J'adore le film, mais je comprends. C'est tellement extrême. Quel est ton dernier film d'animation? Moi, j'avais vu Flo, que tu avais parlé dans tes. Petit chat. Tout à fait. Que j'ai pas du tout aimé. Ok. Ça m'étonne pas. J'ai trouvé ça chiant au possible, mais. Ce petit chat, tout ce qui lui arrive. Ouais, de ouf, mais chiant. J'ai voulu. Est-ce que ce qui t'a fait chier, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de dialogue ou c'est que t'es pas rentré dans l'histoire, tu t'en foutais un peu de. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop long, trop longué, trop. En fait, le fait de pas comprendre pourquoi déjà.
Parce que moi, je veux tout savoir et tout comprendre. Déjà, de ne pas savoir le contexte, pourquoi c'est la fin du monde, là, ça m'a un peu... Vu le film, je pense le réchauffement climatique. Oui, voilà, mais peut-être le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, peut-être que j'ai pas... Ouais. J'ai trouvé ça, ouais. C'est un pari risqué, hein, le pas de dialogue. Hein. Est-ce qu'on reste sur Flo pour le dernier film d'animation ou tu voudrais quand même Ouais, parce que... Ouais. Ah si, le Lilo et Stitch. Ah ouais. Ah, Donc live action, mini-animation, ouais. Ok, et alors? trop cool, j'adorais. Ok. Toujours pas vu. Il y a eu des bons retours. Il y a franchement eu des bons retours. Alors que j'avais pas trop aimé le dessin animé. Mais Ah ouais, souvent c'est le contraire. Ouais, et là, c'est étonnant. j'adorais le live action, ouais, trop bien. Je suis pas un grand fan de Lilo et Stitch. Voilà, Je bien. Petit pavé dans la mare comme ça. Tu prends des risques. Oulala, ouh. Ouais, je te Ah, moi, entre Hérédité, c'est pas un bon film d'horreur et j'aime pas Lilo et Stitch, je vais me faire défoncer à cet épisode. Et enfin, le dernier film pour toujours. Quel est le seul film que tu garderais s'il ne fallait n'en garder qu'un seul? Ah, Titanic. Évidemment. Tu veux nous C'est raconter? cliché, mais c'est comme ça. T'as pas trouvé un truc fou là ces derniers temps là avec Titanic? Ah oui, oui. oui, en effet. Donc Titanic, c'est vraiment le film déjà qui m'a fait aimer le cinéma, hein, je pense. C'était une claque à tous les niveaux. Moi, j'avais 7 ans quand il est sorti, donc. Et en fait, là, en ce moment, comme je suis dans mon délire années 90 à fond, là, je chine pas mal les week-ends dans les vides-greniers, et je suis tombée par hasard sur un coffret Titanic avec la cassette VHS à l'ancienne, et dedans avec. Je sais pas, 10 cartes postales du film. En fait, je crois qu'elle allait dire DiCaprio, je sais pas. Il était dedans comme ça. Mettez-moi plaqué depuis 20 ans. Et ouais, 10 cartes postales des images du film, dont un extrait de la pellicule originale du film. Oh, trop classe. Donc, trop cool, de ouf. Je m'attendais pas à voir ça dedans. Et la cassette, du coup. Et en fait, quand j'ai vu ça dans le bac à cassette et à DVD, j'ai fait oh waouh. Et là, je me suis dit, attends, le mec, il va vendre ça à une fortune. Quand j'ai demandé le prix, il m'a dit, 2 €. Quoi? Let's go. J'ai fait ok, je vous le prends direct, quoi. Donc, du coup, j'étais hyper contente. Mais c'est un coffret VHS. VHS. Trop incroyable. Classe. Trop classe. Ça va revenir la VHS? Pas du tout. En vrai, tout est une boucle. Il y a moyen qu'un jour. Quand tu vois que le vinyle aujourd'hui se vend plus que le disque laser, les cassettes audio reviennent aussi, tu vois. Oui, mais on utilise les vinyles. Hein? On les utilise les vinyles encore. VHS, on peut. Moi, je suis à ça de m'acheter un magnéto. Hein. Il suffit juste que Sony sorte le nouveau magnétoscope qui te permet de voir des VHS en 4K. C'est terminé. Tout le monde repasse à la VHS. Hein. Ça prend de la place. Ça prend de la place de ouf. Et je crois que c'est pas très écolo la VHS. Puis la bande, elle vieillit pas très bien. C'est ça. On s'en fout. De ouf. Ça va revenir la VHS. Pas du tout. Bon, les amis, vraiment, cette fois-ci, on est arrivé au bout de cet épisode. Steph, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était super cool d'échanger autour de ta culture ciné, de t'écouter parler de tes derniers films. Mon petit Pierrot, un grand merci à toi. Je suis toujours là, t'inquiète. Steph, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou en soirée? Quelle est ton actualité? Ouais, le mieux c'est de me retrouver sur les réseaux. Donc sur Instagram, ça va être Stéphanie-Molly Artiste. Non. On mettra le lien. Attends, tu le mettras de toute façon. Oui, on va mettre Stéphanie Molly Artiste sur Instagram. Et du coup, là, je poste en story là où on peut me trouver. Si jamais je fais des choses vraiment très intéressantes pour le grand public et que ça soit pas des soirées privées, on peut me retrouver partout, en boîte de nuit, en festival et partout. Par contre, il y a un endroit où vous ne la retrouverez plus, c'est au Carrefour Market. Oui, exactement. De Nice Promenade. Ok, mon cher Pierrot, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pierrot Cinéma sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, je sais plus s'il y a autre chose. Et ouais, je parle de tout et de rien dans le cinéma, de trucs que j'aime bien, tout ce qui m'intéresse. Et voilà, c'est tout. Trop bien. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur, évidemment, le Instagram du podcast. N'hésitez pas à nous suivre. Et pareil, sur les réseaux, j'ai une petite page où je parle d'anecdotes cinéma qui s'appelle Movies, Mouviz. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir le podcast aussi, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, plein d'étoiles pour remercier Steph d'avoir joué le jeu et surtout parler du podcast autour de vous. On vous en remercie énormément. Bisous tout le monde. À dans 2 semaines. Salut. Ciao. Un DVD, Pierrick et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le podcast, après ils vont t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est partagé.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.